Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à conclure ces travaux. Très intéressant. Je note avec satisfaction une salle très très pleine sur ces débats. Je salue Daniel Roguet qui suit ce sujet pour la PCA et également, je le vois plus si je te vois, vous devez être satisfait de voir que la salle est comble. Il est arrivé que sur ce genre de débat, nous n'ayons pas d'assistance aussi garnie. Alors, pour tout vous dire, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt cet après-midi. Je déteste venir conclure un débat auquel je n'ai pas participé, donc j'ai tout écouté. Et j'ai en écho ce que j'ai entendu hier soir, puisque le hasard fait qu'hier soir, j'étais devant une salle de 300 personnes à Évry, en débat organisé par la mairie d'Évry, en débat avec Brigitte Gauthier, un journaliste de Libération en charge de la gastronomie, Jackie Durand, comme le cycliste, et Gilles Rivière-Verstein. Et c'est impressionnant de voir les propos que nous avons tenus ici et la perception, et les mêmes propos tenus vis-à-vis de citadins d'Évry, lorsque, par exemple, il est dit « mais 95% des porcs sont élevés sur Caillebotis ». Et immédiatement, c'est un sentiment d'horreur dans la salle, parce que c'est Apocalypse Now, le Caillebotis pour les porcs, dans l'opinion. Et la perception, et on l'a senti aussi au travers de la dernière question qui a été posée, le fossé qui s'est installé entre la réalité de l'élevage et la perception de l'élevage moderne d'aujourd'hui, d'où l'importance de ce qu'a dit M. Attali, réconcilier la réalité de ce qu'est l'élevage aujourd'hui et la perception de l'élevage aujourd'hui. Et le projet accepte en cela, qui vise à s'organiser pour un élevage mieux accepté, être en capacité d'être outillé pour pouvoir dialoguer et éclairer, mais surtout agir, est quelque chose qui me paraît extrêmement important. Il y a plusieurs enjeux à cela. Il y a d'abord le mal-être des éleveurs qui se sentent aujourd'hui mal compris, accusés avec des mots violents et forts. Il y a derrière aussi la pérennité de nos activités d'élevage, puisqu'on voit aussi que ça change à la fois la capacité à faire des bâtiments, à installer des élevages, ça change aussi la capacité à commercialiser, avec des obligations, des injonctions de faire qui pourraient venir du dernier maillon de la chaîne, le distributeur, imposant à son amont, c'est-à-dire à nous, de faire. Toutefois, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on est passé d'une approche où nous étions tétanisés à une approche où aujourd'hui le monde de l'élevage arrive à appréhender les choses avec rationalité et en se disant « nous n'avons pas le choix, il faut trouver des solutions ». Et les agriculteurs qui sont pragmatiques et rationnels, comme les techniciens d'élevage et ceux qui nous accompagnent, arrivent aujourd'hui à parler du bien-être animal avec des indicateurs objectifs. Il y a des applications smartphone pour faire un diagnostic bien-être d'élevage en production porcine. Nous l'avons fait chez nous, c'est extrêmement intéressant. Et on arrive à quantifier, à codifier et à mesurer l'évolution du bien-être animal entre un vieux bâtiment exigu, obscur, sans ambiance correcte, et un nouveau bâtiment lumineux, spacieux, aéré, et qui permet à la fois le bien-être, la démédication, etc. Donc, de façon perceptible en élevage aujourd'hui, on est capable de mesurer les évolutions. Et j'ai envie de dire que sur ce sujet, il y a plusieurs publics, mais il n'y a pas beaucoup de jeunes agriculteurs dans la salle, enfin, à vue d'œil. Il y a quelques jeunes, mais peut-être sont-ils agriculteurs. S'il y a un message que je veux faire passer en tant que présidente de la FNSEA et responsable, me sentant responsable de l'agriculture aujourd'hui et demain, c'est si vous construisez un bâtiment neuf, de grâce, faites le bâtiment d'après-demain. Ne faites pas le bâtiment d'aujourd'hui. Écoutez les signaux faibles et tout ce qui toque à la porte aujourd'hui de l'élevage pour construire aujourd'hui un bâtiment pour 20 ans, puisque c'est sa durée de vie, voire 22, avec les règles qui semblent arriver aujourd'hui. Et c'est capital parce que sinon on passe toute sa vie à rattraper le coup. Et c'est vrai que ce qui s'est passé en poule pondeuse dans notre pays, avec un choix collectif de respecter la règle, rien que la règle, toute la règle, quand d'autres pays ont fait d'autres choix, c'est-à-dire que nous, on a 30% d'œufs non-cage, d'autres pays ont 30% d'œufs cage. Et ils ont fait la mise aux normes au même moment. D'où ma première réflexion, anticiper rapporte. Anticiper rapporte. Devancer l'appel, écouter les signaux faibles est quelque chose d'extrêmement important. Alors, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'élevage est sous le feu des critiques et la médiatisation extrême par certains courants de pensée nous fragilise et tendrait à nous crisper quelquefois ou à nous faire dire des choses
approximative ou inexacte et il ne le faut pas. Donc mon propos sera autour justement de cette réaction face aux critiques, nos réponses concrètes, et puis peut-être aussi voir comment nous pouvons jouer notre rôle et inverser les choses. Aujourd'hui, à propos d'élevage, dans les médias, on le voit, notamment dans les grands médias, il est plus question souvent de souffrance animale, d'exploitation des animaux et de diminution de la consommation de viande. On parle de souffrance animale plus que de bien-être animal, ce qui nous blesse nous, et c'est le mot souffrance qui est utilisé, d'exploitation des animaux. J'ai vu les tweets consécutifs à mon intervention hier soir, exploiter le ventre de la truie pour en extraire des porcelets. Voilà, c'est quasi métaphysique, voire philosophique. Enfin, je n'ai pas encore approfondi suffisamment. Mais le débat médiatique a été préempté par les mouvements anti-viande et les welfaristes extrêmes et les abolitionnistes. Au point que, même s'ils ne sont que 0,5% de la population, comme ils parlent beaucoup, c'est une invasion médiatique et réseaux sociaux, mais qui se contrebalance parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'éleveurs parlent, et tant mieux, et en plus, ils parlent très très bien. Donc, beaucoup de progrès ont été réalisés dans les élevages, nous le savons tous, j'irai vite, et il faut quand même rappeler tout ce qui a été fait avec les différentes chartes dans toutes les espèces, mais il faut que nous continuions, puisque de toute façon, la pression ne s'arrêtera pas. Moi, je n'aime pas agir sous pression. Je sais que nous sommes observés, travaillons, agissons, amplifions, et on agit plus par rapport à des attentes que l'on sait indispensables et qui dureront. Parce que plus on résiste, plus on courbe le dos, plus tu apprends fort. Donc il faut parler plus qu'eux, ou au moins autant, et il faut agir en conséquence et avec pragmatisme. Nous avons en France une réglementation européenne qui est parmi les mieux appliquées, et c'est reconnu, donc il faut également le signifier, tout comme nous avons été les meilleurs sur la réduction de l'usage des médicaments avec moins 37% en 5 ans, alors que l'objectif était de moins 25%, même moins 42% sur le porc, alors que d'autres pays augmentent leur consommation de médicaments, tant l'Allemagne que l'Espagne augmentent leur consommation. Et pour certains agriculteurs blessés, c'est vraiment une remise en cause profonde du métier. Et il y a de la souffrance beaucoup aujourd'hui chez les éleveurs, parce que ces discussions sont dans les médias, mais envahissent aussi nos cercles d'amis, nos repas de famille, voire nos relations les plus étroites avec nos enfants, avec les amis de nos enfants. Donc le mal-être créé par ce sujet nécessite que nous, responsables, nous soyons très présents sur ce sujet. Toutefois, il y a aussi des éléments positifs. Aujourd'hui, arrivent dans le débat, parce que nous les avons sollicités, des philosophes, des sociologues, des scientifiques qui nous éclairent et nous aident à prendre le recul nécessaire et à en parler mieux. Ne pas être braqué et en réaction, mais être capable de prendre le recul nécessaire et de parler plus de tout ce que nous savons bien faire plutôt que d'être défensif. Écouter Francis Wolff parler de ce sujet est extrêmement ressourçant, tout comme écouter, que ce soit Luc Mirabito ou Christine Roguet ou Perrault, prénom, Jean-Louis Perrault, nous éclairer par des articles de fond sont aussi des arguments extrêmement importants. Autre élément positif quand même, un intérêt croissant des consommateurs pour leur alimentation. Plus 50 000 visiteurs au Salon de l'Agriculture, plus 15% de ventes de produits dans les régions. Les consommateurs plus curieux de leur alimentation, c'est bien. S'ils étaient indifférents, ça serait catastrophique. 82% des Français déclarent faire plus attention à leur alimentation qu'il y a 5 ans. Et 59% acceptent privilégier la qualité, quitte à payer un petit peu plus cher. Consentement à payer, 39% d'entre eux sont prêts à payer plus 10%. Donc ça veut dire qu'il existe une ligne de crête étroite, mais une ligne de crête sur laquelle on doit marcher et s'inscrire pour justement cheminer et progresser. Autre élément positif selon Interbev, 96% des Français se définissent comme omnivores et seulement 3% sont végétariens et végétaliens. Alors, parlons 98% de notre temps à ceux qui mangent de la viande. Bien sûr, il faut prendre du temps pour regarder ce que font les autres, mais ce n'est que 0,5% de véganes et 3% de végétariens. Donc, même dans nos discours à nous, parlons d'abord à ceux qui mangent de la viande. Un élément interroge, 89% veulent manger mieux et moins et mieux de viande, mais par contre, la personne qui a parlé de ses jeunes enfants et de ses ados, oui, c'est vrai que chez les ados, et j'interroge ma fille de 18 ans qui est en prépa véto, et même chez les prépa véto, il y a une sacrée quantité de véganes ou de flexitariens très flexi. Ça interroge quand même. Nous ne sommes pas représentatifs. Les quinquas et les cadras,
quand on parle entre nous ici, il faut regarder ce que disent nos enfants, etc. Ce que disent même certains jeunes chercheurs et chercheuses de l'INRA que j'ai côtoyés dans certains colloques, qui disent ouvertement « non, je n'en mange pas, je n'en mangerai plus jamais de ma vie ». La jeune génération est quand même a une relation à la viande qui a profondément changé, il faut en tenir compte. Et puis, par contre, élément positif, 63% des Français disent qu'ils en ont assez de discours moralisateurs en disant « vous devez manger ci et vous n'avez pas mangé ça ». Et si vous mangez de la viande, vous cautionnez la souffrance animale. Ce discours lasse. Et ça, c'est une bonne chose. Et puis, j'ai lu ce matin dans la revue Néotique là, qui s'adresse à la restauration hors domicile, les 2 best-of de vente, c'est à la fois les livres de recettes véganes et les grilles et les pierrades. Donc, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai la chance d'avoir un fils qui est abonné à la revue Bif. Je vous la recommande. Il y a des images magnifiques de viande. Pareil que c'est une revue pour les hommes, mais c'est ridicule parce que je la trouve extrêmement bien aussi. Donc, cohabitent en librairie à la fois les livres de recettes vegan best-of et les steakhouse, et etc. Donc, il y a quand même de l'avenir et de l'espoir. Donc, cette cible des consommateurs réguliers ou occasionnels, c'est à cette cible-là qu'il faut que nous nous adressions parce que ce qu'ils cherchent, c'est de la réassurance. Et plusieurs des orateurs ici l'ont dit. Ils ont vu tellement d'images affreuses, ils ont entendu tellement de messages négatifs que le doute est dans leur tête, mais ils demandent qu'une chose, savoir et comprendre. Donc il faut déjà, nous, que nous soyons à l'aise dans ces messages-là, pour ensuite aller et pouvoir expliquer, dire que nous élevons des animaux pour les abattre et pour les consommer. On est parfois désarmés aussi. Hier, la question qui m'a le plus gênée, c'est « mais pourquoi abattez-vous vos porcs à 6 mois et demi, alors que leur vie normale, c'est 10-12 ans ?» Alors, quand j'ai parlé de meilleur équilibre, muscle gras et de bon format, j'avais dit le vilain mot, format, c'est l'industrialisation de la côtelette, etc., etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a, entre les messages que nous avons, nous, et la perception des mots que nous utilisons, beaucoup à travailler aussi. Mais les 2 mots-clés pour arriver à nous faire comprendre et pérenniser nos activités, c'est certainement la transparence sur nos pratiques et la pédagogie dans l'explication. Les questions qu'ils posent ne sont pas des remises en question, ce sont plus de la curiosité. Il faut le prendre comme tel. Trop d'agriculteurs, lorsqu'ils ouvrent leurs exploitations, sont dans une explication de justification, il faut être dans une explication de pédagogie vis-à-vis de gens qui ne savent pas. Ils sont plus curieux que contestataires. Alors, quelles sont nos réponses concrètes ? C'est vrai que dans le débat et dans la loi États généraux de l'alimentation, c'est une approche exclusivement normative et répressive. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Yann Edelec, voir des députés, La République En Marche aujourd'hui, demander à ce qu'on arrête l'élevage en cage des lapins en 2025 et l'arrêt des cages de poules en 2022, ils marchent sur la tête ou ils marchent sur une autre planète. En tout cas, en l'état, il n'y a pas les solutions pour réussir à aller aussi vite vers ces hypothèses-là. Et ça a le don de braquer les agriculteurs et leurs techniciens et notre environnement. Donc qu'il y ait des recherches aujourd'hui pour aménager les cages des lapins ou pour trouver des options avec des jardins d'été ou d'hiver, peu importe, ok, mais le tout de suite en claquant les doigts, la méthode Mimimati, c'est nul, c'est bien, ça n'est pas possible quand on a des investissements lourds et longs à amortir et quand on a aussi une génétique, des modes d'élevage qui a été conçu pour être ce que nous avons aujourd'hui. Donc le renforcement des sanctions et la vision punitive, ce n'est pas l'idéal. Nous répondons aussi beaucoup avec la science qui nous permet à la fois de comprendre et d'agir. Et c'est vrai qu'en tant qu'agriculteurs et techniciens, nous avons besoin d'approches rationnelles. La recherche fondamentale, à la fois technique, génétique, comportementale, l'éthologie, sont des éléments dont nous avons besoin. Dans le diagnostic bien-être animal en élevage de porc, le comportement des animaux et donc la sociabilité des animaux craintifs ou pas craintifs, curieux ou repliés sur eux-mêmes, sont des analyses de comportement qui révèlent un état général, bien ou pas bien. Et c'est vrai que ma grand-mère disait il faut que les vaches soient bien logées pour qu'elles produisent bien. Ok, c'était vrai, mais c'était sommaire. Une poule bien élevée en bonne situation pond, une poule dans une mauvaise condition ne pond pas. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette affirmation. Il faut arriver à prouver que nous avons quantifié, codé et qu'on est capable de démontrer que les choses se passent bien. Donc cette recherche fondamentale nous est précieuse dans tous les domaines. La recherche également en termes de sociologie sur la perception de l'opinion. Pourquoi il y a cette perception ? Et quand on a décodé la perception, parfois avec notre premier voisinage, on est en situation d'expliquer différemment et de concevoir différemment ces modes d'action et ces pratiques en élevage de porc. Je vous avoue aussi que depuis que je suis ce dossier à la FNSEA, c'est-à-dire depuis 2013,
lorsque tous les 15 jours, le dimanche matin, avec mon mari, nous chargeons les porcs charcutiers, nous sortons les porcs charcutiers de nos cases pour les mettre sur le quai d'embarquement, je n'ai pas à leur égard le même comportement. Alors, ce n'est pas devenu petit, viens par ici, ça ne marche pas. Mais par contre, sur la façon de les manipuler, de les pousser, de les contentionner, oui, c'est vrai, il y a un changement d'attitude parce que je suis sensibilisée à leur comportement et à leur façon d'être. Et plus vous êtes nerveux, plus ils le sont. Donc, vous connaissez mon tempérament. Mon mari est hyper calme, heureusement. Ce qui veut dire que la façon d'appréhender les animaux est quelque chose qui joue aussi énormément. Être capable d'évaluer avec des indicateurs d'auto-évaluation permettra aussi probablement d'amener de la rationalité. Je le dis aussi à Amélie Legrand, quand c'est Casino et CIWF qui construit un référentiel de bien-être, j'espère que comme McDonald's, vous vous appuierez sur les éléments des instituts techniques, qui sont des éléments scientifiques, rationnels, ou sur les éléments de tout ce qui a été fait avec Accept ou avec le RMT, qui permettent d'avoir des éléments tangibles, parce que ça ne peut pas être seulement des éléments de sensibilité humaine ou d'émotion, ce que l'on voit trop souvent. Donc la rationalité est quelque chose de très important. Bien sûr, un travail important de formation et d'accompagnement. Beaucoup de départements ont mis en place, suite au travail qu'avait fait Vivia, des formations pour les agriculteurs pour justement mieux appréhender et ne pas être désarmés, mieux comprendre pour mieux agir. Et ça met les agriculteurs en confiance. Dans le département de l'Aveyron où j'étais récemment, une association a été créée qui s'appelle COSE, C-O-S-E, comprendre les oppositions au système d'élevage. Comprendre les oppositions, c'est pas S. Si ? C'est ça. Et donc, aujourd'hui, ils en sont à aller voir le rectorat, à aller voir les associations de consommateurs, à aller voir leurs voisins, parce que même en Aveyron, département très agricole, l'hostilité à l'installation d'une porcherie ou d'un poulailler se fait jour, et il faut expliquer. Donc, la formation est quelque chose d'essentiel, et puis aussi la formation des conseillers. J'ai pu vérifier que les conseillers quinquas étaient parfois plus rétifs et plus grognous vis-à-vis de ces exigences d'aujourd'hui. Or, si l'agriculteur évolue, mais que son conseiller n'évolue pas, il y a le choc des cultures, ça ne l'encourage pas à avancer, ça le conforte dans le fait que ça, c'est un truc de bobo, ils n'ont rien compris. Non, ce n'est pas un truc de bobo. D'abord, il n'y a pas que des bobos qui en parlent. Ils ne sont pas que parisiens, il y en a autant dans les petits villages qu'il y en a ailleurs. Donc, vis-à-vis des conseillers d'élevage, aussi quelque chose d'important. Autre élément, c'est le soutien à l'investissement, parce que nous avons besoin de moderniser nos bâtiments. Et je le redis, les bâtiments qui sont construits aujourd'hui, de grâce, intégrons les nouvelles problématiques. Ne commettons pas, et là je citerai Daniel Roguet qui a dit récemment dans cette salle, on a eu, comme l'a dit Jean-Baptiste Dolé aussi, au moment de l'avènement des obligations environnementales, d'abord une attitude de rejet, en disant c'est pas nous, et puis après par obligation on s'est mis en disant c'est nous mais on se soigne. Eh bien moi je souhaite qu'on passe de l'attitude d'opposition tout de suite à l'attitude d'appropriation pour dire oui c'est nous et on sait faire et on va faire. Mais il nous faut des moyens d'investissement, c'est-à-dire accompagner cette modernisation des bâtiments, parce que parfois des rentabilités qui ne sont pas au rendez-vous. Il faut aussi que les chercheurs cherchent et que les constructeurs nous aident. Nous n'avons pas à notre disposition toute la panoplie d'équipements dont nous avons besoin. Et oui, c'est vrai que le meilleur bien-être animal rime avec innovation et modernité. Et Martine à la ferme, comme ça a été évoqué par M. Attali, c'est une ânerie monumentale. Penser que c'était mieux avant, c'est pas juste. Et les bâtiments modernes d'aujourd'hui amènent plus de confort. Toutes les démarches de progrès sont aussi des éléments de réponse importants. Il y en a eu en réaction à l'ESB en 1996 avec la charte de bonnes pratiques d'élevage en bovin. Elle a été améliorée, elle intègre aujourd'hui des éléments de bien-être animal, mais je pense qu'il faut davantage encore la toiletter. Dans tous les secteurs, il faut probablement l'améliorer et le faire crescendo. Et puis, l'autre élément, ce sont les contrats et les prix. On est dans le débat des états généraux de l'alimentation. On a entendu pendant 4 mois les attentes des consommateurs. Le bien-être a été exprimé. Notre leitmotiv, c'est de dire que si nous voulons faire tout ça, nous les éleveurs, ça se traduit dans un certain nombre de cas par des coûts supplémentaires, du temps d'observation supplémentaire. Le temps, ça a un coût, que ce soit le temps du chef d'exploitation ou le temps de nos salariés. L'investissement intellectuel, la formation, ça a un coût. Donc, indéniablement, il faut qu'en même temps qu'on construise ces cahiers des charges, on ait la notion de valorisation et de valeur qui soit mise au bout. Avec aussi l'équilibre matière dans la démarche qui a été citée, celle de Terena, parce que si on ne valorise que les jambons et les longes, quid du reste, et ça dévalorise l'ensemble, donc ce n'est pas porteur. Ce qui veut dire aussi que les distributeurs doivent être au rendez-vous, d'où l'importance de contrats co-construits,
dans des engagements vraiment sur du long terme. Et je pense d'ailleurs que les contrats de filière ont permis d'afficher des objectifs ambitieux pour un certain nombre d'entre eux. J'ai la faiblesse de penser que sur le porc, ça ira peut-être plus vite que ce qui a été énoncé. Quand je vois aujourd'hui, par exemple, dans ma région Pays de la Loire, des contrats sur 9 ans, avec du prix du porc à 3 € en bio, contrats sur 9 ans avec un grand groupe coopératif. Donc si les producteurs trouvent des partenaires qui s'engagent sur 9 ans à leur côté, ils auront moins peur d'aller et de foncer. Alors ce sont des bâtiments à 200 truies et à 400 truies en bio, ce qui fait poser d'autres questions au canal historique bio, mais on aura aussi à avoir ces débats-là. Est-ce qu'on peut avoir 400 truies en bio quand on est en région Pays de la Loire et en FAF complète, fabrication d'alimentation à la ferme complète? À mon sens, oui, mais pour certains, non. Donc on aura aussi en cheminant certainement des questions nouvelles. Sa question des partenariats économiques, elle est capitale. Elle ne doit pas être improvisée. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour Casino ou Carrefour qui se réveille en disant « je veux faire cette démarche parce que mon concurrent l'a fait ». Il faut vraiment que les acteurs professionnels qui ont été à la manœuvre sur les plans de filière soient ceux aussi qui coécrivent et qui co-construisent et que ce ne soit pas imposé jusqu'à l'amont, mais que l'amont soit présent pour coécrire ces cahiers des charges avec valorisation et des degrés d'exigence accessibles. Des degrés d'exigence et une progressivité des exigences qui soient faisables par les agriculteurs. Et je pense que si on est capable de se rassembler autour d'un tronc commun de valeurs, petit peu comme l'a décrit François Valli sur le port français, et des ajouts en stratégie commerciale, plutôt qu'aujourd'hui l'anarchie dans laquelle nous nous sommes trouvés. Mais j'ai un peu mal au cœur quand même quand je vois les exposés qui nous disent les Irlandais ont fait Origin Green, les Hollandais ont fait Best Leven, je ne lis pas comme il faut, les Allemands ont fait Tierwohl, etc. Et nous, qu'avons-nous fait? C'est-à-dire qu'on passe son temps à raconter ce que font les autres et on met beaucoup de temps à faire vraiment chez nous. Donc moi, j'ai envie que ça aille plus vite parce que je vois qu'on ne va pas être dans les temps pour répondre à ces signaux faibles-là. Alors, évidemment, on peut nous opposer, mais dans les autres pays, ils ne font pas tout ça. Alors, très souvent, on entend, en France, on se crée des règles supplémentaires. Là, on voit quand même que l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande ont fait des choses que nous ne faisons pas. Ils les ont fait et pour l'instant, ils passent. Donc, il faut aussi qu'on soit suffisamment intelligent pour inventer le modèle économique qui permettra de faire plus, mieux et avec moins d'impact, mais également moins de coûts, parce qu'on sera plus nombreux à le faire et à le porter collectivement. Bien sûr, il y a une cohérence à laquelle nous sommes attachés, c'est celle des accords commerciaux. Et là, malheureusement, le président Macron ne donne pas un bon signal quand il veut signer absolument les accords du Mercosur, parce qu'il demande la montée en gamme en France et il laisserait rentrer des produits complètement différents à coût de production largement inférieur. Donc ça, c'est un rejet, mais je pense d'ailleurs que les ONG, quelles qu'elles soient, sont d'accord avec nous, et les consommateurs aussi, pour rejeter cette oukase qui est tentée. Alors, il faut faire tout ça, et en même temps, il faut en parler plus. Les ONG et les anti-tout, les ONG welfaristes et les abolitionnistes continueront à parler et à œuvrer, quoi qu'il se passe. Charge à nous de parler plus et mieux, mais je suis rassurée depuis 1 an quand je vois comment sur les réseaux sociaux, notamment, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, les éleveurs se sont emparés du sujet de la communication, avec le hashtag ceux qui font le lait, ceux qui font la viande, agri demain, etc., tous les hashtags possibles, où les éleveurs montrent avec des blogs, des vidéos, etc., tout ce qui est bien fait. Nous avons les matériaux, nous avons les bâtiments, les élevages, les animaux. Donc on a les séquences, on a la séquence mise à l'herbe avec les vaches et les brebis et les chèvres qui lèvent le derrière dans les nouvelles pâtures. On a les séquences même écornage, on a les séquences insémination, on a toutes les séquences de l'élevage bien expliquées par des agriculteurs sur les réseaux sociaux. Un dialogue qui s'engage, y compris sur les réseaux sociaux avec des anti-tout, qui arrive à faire une espèce de modération. C'est le dialogue, c'est la confrontation, c'est la controverse, non en situation in real life, mais sur les réseaux sociaux, qui est également utile pour modérer. Et je trouve que vraiment, on sent un changement de tonalité sur les réseaux sociaux, pour ceux qui le suivent de près, depuis que des éleveurs s'y sont mis, et qu'avec des vidéos extrêmement bien réalisées, je ne donnerai pas de nom, sinon ça va faire des jaloux, ils font une communication extrêmement positive. Donc, continuer à travailler et à améliorer nos pratiques. Merci la science, merci le conseil, merci la formation et l'accompagnement. Montrer que nous sommes en recherche de solutions, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avancer avec des solutions applicables en exploitation, et en même temps mieux communiquer. Et alors, mieux communiquer, quand je vois ce qui nous a été demandé dans les états généraux de l'alimentation, parfois on a l'impression de radoter. Dans l'atelier 1, sur quelles sont les attentes des consommateurs,
Mais ouvrez vos fermes. Alors, quand la FNSEA péniblement essaye de trouver des volontaires pour ouvrir les fermes et que les gens nous disent « Oh, de toute façon, ça ne sert à rien », le lendemain, ils nous critiquent encore. Non. Il y a besoin de revenir à des choses simples. Un écologiste de salon ou en congrès, c'est compliqué. Un écologiste en botte dans mon exploitation, même pas peur. On est capable de tout expliquer dans une exploitation. Quand on fait venir, qu'on est en situation réelle, on est à l'aise, on montre, et par la preuve, par l'exemple de ce que l'on fait, on montre la situation d'avant, on montre la situation d'aujourd'hui, on montre que les progrès sont faits, et cette communication, elle est capitale. Il ne faut pas compter que sur les interprofessions ou les entreprises, c'est chaque éleveur, là où il est, chaque entreprise, chaque coopérative, chaque institut qui a un rôle à jouer pour démultiplier ces opérations d'ouverture de portes et pour montrer. Si c'est possible de le faire aussi avec les associations welfaristes, alors très souvent ce sont les mêmes qui sont cités, c'est IWF, on peut aussi citer Wellfarm qui travaille très très bien avec lesquels nous avons des relations et d'autres, mais évidemment pour certaines d'entre elles, elles resteront toujours dans une posture extrêmement dure, mais plus elles seront isolées, plus on commence à le voir, elles mettront un peu de rationalité dans leur discours. Ce dialogue, il est à faire à tous les niveaux, au niveau local, sur le terrain, avec tous les corps constitués, avec toutes les associations, parce que la parole de l'éleveur est crédible. Et quand vous regardez aujourd'hui combien on voit les photos des éleveurs sur les produits, combien le degré de confiance dans les éleveurs est affiché aujourd'hui à 75% de confiance, alors qu'il est à 35% grosso modo pour les industriels et à 20% pour les distributeurs, nous avons un capital confiance qu'il ne faut pas minimiser du tout. Donc c'est un chantier extrêmement important. Parce qu'en plus de ce sujet-là, nous avons le sujet produits phytosanitaires, nous avons le sujet qualité de l'air, qualité de l'eau, le sujet nitrate, le sujet santé-sécurité au travail. Pour les agriculteurs, ça fait beaucoup parfois sur une seule tête. Et le sentiment de cette multitude de demandes peut perturber. D'où l'importance d'une approche pragmatique et d'un accompagnement tout domaine que nous sommes capables d'apporter. Mais quand on est en posture offensive, quand on rentre dans son élevage le matin en marche avant, et plutôt en se disant « je fais les choses bien, je vais le faire savoir et je vais y arriver », je pense qu'on a plus de capacité d'y arriver. J'ai trouvé la table ronde extrêmement riche, et c'est très important aussi de dire que même les structures qui nous accompagnent, qu'elles soient coopératives ou autres, ont changé de posture. Longtemps, c'était on va vous protéger, on va vous accompagner, on va ferrailler pour que la réglementation n'évolue pas. Aujourd'hui, c'est davantage on va vous accompagner en cherchant des solutions pour répondre aux nouvelles exigences. Et c'est vrai qu'à la FNSEA, on est adepte du contrat de solution, puisqu'on l'a mis en place pour une transition et un progrès pour la protection des plantes. Je pense que sur le sujet du bien-être animal, on a aujourd'hui une panoplie de solutions. Il faut trouver le bon équilibre, exigence et coût. Ça, c'est une vraie question. Mais plus il y aura d'investissement et de recherche dans ce domaine, plus il y aura aussi une accessibilité des nouveautés qui seront proposées aux agriculteurs. Je souhaite qu'un projet accepte qui s'est attaché aux citoyens et qui donne des éléments puisse demain aussi s'attacher à la demande des clients, parce que Franck Ribou disait, un consommateur, moi je ne sais pas ce que c'est, un client, je sais ce que c'est. Les clients, ils demandent encore pour 45% d'entre eux une accessibilité prix. Donc il faudra toujours veiller à cet difficile équilibre de l'équilibre prix et éléments nouveaux. C'est vrai que le foisonnement est positif, mais de temps en temps, on aurait un peu besoin de canaliser toute cette énergie créative avec quelque chose qui soit lisible au moins par filière. Je souhaite que les plans de filière qui ont été faits et qui espèrent des troncs communs avec ce sujet-là puissent voir le jour et qu'il n'y ait pas demain des concurrences en disant « moi je suis plus sans antibiotiques que toi » ou « moi je suis plus bien-être que toi ». Nous aurons besoin demain plus encore de la science et d'apport de matière grise pour réussir ce chantier-là. Et je veux vous remercier vraiment aussi de l'apport qui est le vôtre, tous les techniciens dans les différents domaines, ceux qui sont dans les instituts à Paris, ceux qui sont en relation et redescente info et en transfert vis-à-vis des agriculteurs, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je crois qu'on doit avoir un discours de vérité sur ce sujet vis-à-vis des éleveurs. Protéger les éleveurs, c'est pas tirer les barbelés en disant plus rien ne change, mais c'est se dire attention, beaucoup de choses changent. Comment on s'inscrit dans ce mouvement? Une guerre de mouvement, oui, une guerre de position, non, parce que sur ce sujet, l'attente est crescendo. Et beaucoup d'éleveurs, d'ailleurs, ont envie de répondre et de le dire.
Donc merci pour vos travaux très importants, très précieux pour nous aussi. Et puis, bien sûr, chaque fois qu'il peut y avoir des colloques en territoire, en département, dans les organisations, c'est quelque chose qui facilite aussi beaucoup le transfert vers les producteurs et les agriculteurs qui ont besoin de se sentir maîtres de ce sujet et non pas assaillis et contraints par ce sujet du bien-être animal. Je vous remercie de votre attention.